Voilà, donc nous allons commencer cette session qui est une session que dans une conférence on appellerait une session industrielle, qui est une session donc, dans laquelle nous allons avoir des présentations de collègues d'industrie qui proposent des produits qui sont là pour nous aider à réaliser la transformation dans nos outils, mais en fait plus que dans nos outils, in fine dans nos pratiques pédagogiques. Donc ce qui me semblait important de dire, juste à titre d'introduction, après je vais laisser parler parce que ce que je raconte n'est pas forcément très nouveau, c'est simplement que dans nos établissements, et je suis vice-président numérique et représentant de l'association des VP numériques, dans nos établissements, nous avons tous, en général, le nez dans le guidon en ce qui concerne à la fois le déploiement d'outils et en ce qui concerne l'accompagnement, en particulier depuis la crise Covid où on a eu tout un tas d'outils et tout un tas de pratiques qui se sont modifiées au niveau de tout ce qui est enseignement à distance, examen à distance, et qui ont nécessité la mise à disposition d'environnements logiciels, ou en tout cas la professionnalisation d'environnements logiciels, qui font que nos équipes eh bien, ont été très mobilisées pour cela, et donc ont quelque part dû... Ne cassez pas la caméra parce qu'elle ne sera pas contente. Merci pour elle. Oui, j'avais dit que je lui ferais un petit clin d'œil. Parce que... Donc, ces équipes, en fait, sont intervenues et ont dû maintenir en condition opérationnelle, développer des nouveaux produits, les étendre. Et pour cela, eh bien, ils ont pu compter sur tout un réseau très riche d'entreprises, qui étaient des entreprises que l'on pourrait qualifier de fournisseurs, mais que l'on voit plutôt souvent comme des partenaires, qui sont les EdTech, et qui sont venus proposer, complémenter des choses que l'on ne pouvait pas déployer rapidement parce qu'on n'avait pas forcément les compétences en interne ou que la mobilisation de ces compétences n'était pas possible dans des environnements qui étaient des environnements contraints. Donc, ces entreprises partenaires, ce sont les entreprises qui nous permettent, à nous, au niveau de la politique du numérique, d'avoir des coups d'accélérateur et d'aller vers des choses que l'on n'aurait pas pu imaginer atteindre aussi rapidement qu'on peut le faire, en intégrant, en fait, dans le respect, bien entendu, à la fois de la propriété intellectuelle et dans le respect de la souveraineté, des solutions à l'intérieur de nos produits. Je suis Vendry, je suis directeur produit chez WooClap. Avant ça, j'ai eu la chance d'avoir une expérience d'enseignant. WooClap, pour ceux qui ne connaissent pas encore, on est une entreprise EdTech dont la mission est d'accompagner les enseignants pour mettre en place des pédagogies qui soient les plus efficaces possibles et d'accompagner également les étudiants pour leur permettre d'apprendre efficacement. Concrètement, on travaille avec une centaine d'institutions partout en France, dans cette institution de l'enseignement supérieur, pour travailler vraiment main dans la main pour construire nos plateformes éducatives. On a la chance ici de pouvoir citer Centrale Supélec, qui est notre partenaire du jour, et les universités de Montpellier, représentées par Hervé aujourd'hui. Pardon ? Montpellier, c'est David. Pardon, l'université de Toulouse, qui sont également... Montpellier sera un bon exemple aussi d'ailleurs. Voilà, pour construire nos outils. Concrètement, on travaille donc avec les équipes pédagogiques, enseignants et ingénieurs pédagogiques qui nous font part de leur retour, de leurs problématiques, et également avec les chercheurs en sciences cognitives et en neurosciences pour intégrer ces éléments dans nos plateformes. Donc nos plateformes, justement, on y vient, WooClap et WooFlash, qu'on a construit vraiment avec cet établissement. WooClap qui permet très rapidement d'intégrer des éléments de pédagogie active pendant les cours, donc en synchrone, en classe ou à distance, et WooFlash qui vise à accompagner les étudiants dans ces moments de travail en asynchrone à la maison. Donc au cœur de la plateforme, vous l'aurez deviné, il y a cette question qu'on s'est posée qui est comment est-ce qu'on apprend. Et donc ce que les études ont montré, c'est qu'une bonne façon d'apprendre, c'est de se poser des questions. Parce que ça nous met dans une démarche active de questionnement. Et donc c'est ce qu'on a essayé de faire avec nos plateformes. Malheureusement, c'est mettre en place cette pédagogie en tant qu'enseignant, ça demande de créer du contenu supplémentaire. Et donc c'est un effort supplémentaire pour l'enseignant qui n'a souvent pas le temps de le faire, parce qu'on sait à quel point c'est chronophage de créer ces ressources pédagogiques. Et c'est le retour qu'on a eu de la part de nos institutions partenaires, c'est que le plus souvent, malgré le fait que les enseignants soient informés et convaincus de l'efficacité de ces pratiques de pédagogie active, ils ne les mettent pas en place par manque de temps, par manque de ressources pour créer le contenu pédagogique. Donc ça a bien failli changer la donne avec l'arrivée de ChatGPT dans le paysage, qui a permis simplement de créer de façon quasi immédiate des contenus d'une qualité qui sont tout à fait époustouflantes. La raison pour laquelle je dis que ça a bien fait... Et donc, pardon, vous pensez bien que quand on a vu arriver cet outil, on s'est demandé si ça allait pouvoir résoudre le problème des enseignants.
pour les aider à créer leur contenu. Et donc on avait créé nous-mêmes des quiz avec ChatGPT, et de façon assez peu surprenante, ça fonctionne pas mal. Hein. Donc là vous avez quelques quiz qu'on a créés sur la Révolution française, donc voilà, prise à Bastille, etc. Donc finalement ça fonctionne pas mal. La raison pour laquelle j'ai dit que ça a bien failli changer la donne, c'est que quand on échange avec les institutions d'enseignement supérieur, on se rend compte que les enseignants ne se sont pas appropriés, ou en tout cas pour la grande majorité d'entre eux, ne sont pas appropriés cet outil qui aurait pu leur être très utile. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, et une des raisons principales qui est remontée, c'est qu'en fait, bien utiliser ChatGPT, ça demande un certain effort également, et notamment certaines compétences. Certaines compétences pour rédiger des instructions qui soient efficaces pour obtenir un contenu de qualité. C'est un métier qui est en train de se développer, qui s'appelle le prompt engineering. Je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de ce terme, qui consiste simplement à développer des instructions efficaces pour qu'un outil d'intelligence artificielle nous renvoie un contenu de qualité. Et donc bien utiliser ChatGPT, c'est pas facile. C'est la raison pour laquelle les enseignants ne se l'approprient pas forcément, enfin pour la majeure partie d'entre eux. Et donc c'est la raison qui nous a poussé à créer QuizWizard en lien. Super, merci. En lien avec nos institutions partenaires. QuizWizard qui vise à mettre à disposition facilement, et j'insiste sur le mot facilement, des enseignants les capacités quasiment infinies, enfin vraiment époustouflantes, de ces modèles d'intelligence artificielle, de leur façon à vraiment leur libérer du temps pour créer des ressources pédagogiques qui en permettent de mettre en place des pratiques de pédagogie active, justement basées sur le questionnement, basées sur les quiz. Donc très concrètement, QuizWizard, je ne vais pas vous faire la démonstration parce que l'outil est accessible, donc vous pouvez tous aller sur le site, je mettrai le lien, il fonctionne sur mobile pour ceux qui veulent le tester maintenant. QuizWizard s'utilise en 3 étapes que je vais présenter ici. Vous pouvez créer des questions sur la base simplement d'une thématique ou sur la base d'un support de cours, ce qui est vraiment intéressant, ce qui permet d'affiner vraiment la qualité du contenu qui va être créé. Création du contenu. Deuxième étape, il va falloir adapter votre contenu. Et je pense que je vais vraiment insister sur cette étape parce que je pense qu'elle est très importante. C'est là où se situe la grande valeur de l'enseignant dans le processus de création de quiz. L'enseignant, c'est la personne qui connaît sa classe, qui connaît sa matière, et donc c'est la personne qui va être en mesure d'adapter parfaitement le contenu créé par une intelligence artificielle à son audience, aux habitudes qu'il a avec sa classe, au niveau, aux spécificités de sa classe. Il a également un regard critique à apporter sur le contenu qui est apporté. On en a beaucoup parlé dans la conférence sur l'éthique et l'IA hier. Et bien évidemment, l'enseignant a ce regard critique à apporter pour pouvoir sélectionner et adapter le contenu pour son audience. Et c'est ce qui est possible directement dans l'outil de façon facile et ergonomique. Et la dernière étape, l'exporter vers l'outil dans lequel sera le plus utile. C'est quelque chose qui est remonté comme vraiment apprécié de la part de nos utilisateurs, cette interopérabilité de QuizWizard. Alors bien évidemment avec nos plateformes existantes, hein, qui sont WooClap et WooFlash, mais aussi vous voyez ici à l'écran avec Moodle, la plateforme je pense que vous connaissez tous également, que les enseignants utilisent notamment avec les tests sur Moodle. D'autres formats, Excel, Word, qui vous permettent de sauvegarder le contenu sur votre ordinateur. J'avais la demande en début de semaine de l'Université d'Amsterdam, qui s'est pas mal emparée de QuizWizard, de pouvoir mettre en place un export vers un format QTI, qui est un format de test, pour qu'ils puissent utiliser le contenu dans Brightspace, qui est un autre LMS. Donc voilà, actuellement c'est les formats disponibles. Vous pouvez imaginer que dans le futur, on est à l'écoute de vos demandes et on verra quels sont les formats qui sont pertinents pour les enseignants, pour les établissements, de façon à ce qu'on assure la plus grande interopérabilité entre les différentes plateformes utilisées par les enseignants. Donc 3 étapes, je le rappelle, créer le contenu, adapter le contenu et ensuite l'exporter vers l'outil dans lequel il sera plus pertinent selon la modalité pédagogique qui est celle de l'enseignant. Donc voici le fameux lien, getquizwizard.com, l'outil est disponible, je vous encourage à aller le tester, créer vos premiers quiz pour vous, pour vos enseignants et évidemment nous faire part de vos retours. Donc voilà, QuizWizard c'était une des facettes de l'utilisation de l'IA chez WooClap et chez WooFlash. Et en particulier ici des IA génératives. On a vu dans les conférences hier que les IA elles sont multiples, il y a plein de types d'IA. Et donc ici c'est le projet chez WooClap qui est le plus abouti, qui a donné lieu à la création d'un nouvel outil. Et vous imaginez aussi qu'on a d'autres projets sur d'autres types d'IA. Et donc on sera ravis pour en parler avec vous tout au long de cette journée. Et si vous avez des questions, je suis à votre disposition maintenant et également tout au long de la journée pour échanger sur QuizWizard ou sur nos autres plateformes. Je vous remercie. Une partie importante du travail de l'élaboration de tests et quiz, c'est la recherche de distracteurs.
distracteurs plausibles, etc. Est-ce que cet aspect-là est particulièrement pris en charge par votre outil? Alors effectivement, je ne suis pas revenu, peut-être revenir un petit peu en arrière. Ici, vous avez un exemple dont j'ai mis la capture. Quand vous générez un quiz, effectivement, il y a différentes étapes. La première étape, c'est déjà se poser la question de quel est l'objectif pédagogique de ce quiz. Générer la question, une bonne question. Ensuite, générer la réponse correcte, qui est un élément évidemment essentiel du QCM, et les distracteurs pour qu'ils soient intéressants. J'ai échangé avec une enseignante qui me disait que, en tout cas dans sa matière SVT, des bons distracteurs, pour elle, il y avait une réponse aberrante, deux réponses plausibles et une réponse correcte. Voilà, c'est les habitudes qu'elle avait avec sa classe. On parlait tout à l'heure de l'adaptation du contenu. Ici, sur l'exemple, vous voyez la réponse correcte et les distracteurs, donc qui sont générés par l'outil. Je n'ai pas présenté les types de contenus qu'on peut créer. J'ai parlé de QCM. Il y a également simplement le format question ouverte avec la réponse et également des flashcards qu'on peut générer avec QuizWizard. Donc ça, c'est les types de contenus actuellement disponibles. Et à partir de ça, on pourra également construire, on est à l'écoute de vos retours, sur d'autres types de questions. Pour ceux qui connaissent la plateforme, il y a 17 types de questions interactives sur Ooklap. Donc ça offre des possibilités d'amélioration pour QuizWizard déjà dans le futur. Bonjour, moi j'aurais une question, c'est un sujet dont on a parlé hier déjà. Les données qui sont transmises dans QuizWizard, c'est via ChatGPT, et du coup les données vont où? Ouais. Merci pour votre question. Je crois que la question a également été posée quand l'outil a été présenté hier à la conférence animée par la présentation par Bénédicte Chardon. Et donc la réponse qu'elle a apportée était tout à fait la bonne. Hein. Donc nous on utilise effectivement ChatGPT pour l'instant comme outil pour générer le contenu. On utilise l'API de ChatGPT, ce qui fait une grosse différence. Quand vous utilisez ChatGPT dans l'interface web, celle que vous connaissez, je pense la plupart d'entre vous, vos données sont réutilisées pour entraîner le modèle, sauf si vous désactivez cette option, etc. C'est différent quand vous utilisez l'API, et c'est ce qu'on fait, c'est la raison notamment pour laquelle on passe par l'API, au-delà des aspects pratiques, c'est que les données par défaut ne sont pas réutilisées par le modèle pour l'enrichir. Donc les données sont bien effectivement, ne sont pas utilisées par le modèle. Et nous, les données qui sont stockées, on ne les stocke pas les données non plus, de l'autre côté. Bonjour, je suis très intéressé par ce que vous faites, parce que j'ai créé un livre sur les questionnaires électroniques. Et justement, ce matin, avant de vous voir, je suis arrivé en retard parce que j'écrivais quelque chose sur les distracteurs, la question qu'a posée. J'ai fait des recherches sur ChatGPT pour voir ce qu'on me proposait dans ma discipline en termes de questionnaires, et je trouve souvent les questions un peu trop mainstream et un peu trop faciles et vraiment ne comportant pas de véritables distracteurs, c'est-à-dire une réponse qui serait plausible, qui serait pas totalement... On pourrait dire que les gens n'ont pas raison, mais ils n'ont pas totalement tort, en fait. C'est comme ça que je définis un distracteur. Et finalement, ce que dit la littérature par rapport aux distracteurs, c'est ça que j'ai expérimenté moi-même, c'est que ce qui marche bien, c'est de créer des questions fermées, ou même partir de problèmes ouverts, et de partir des erreurs que font les étudiants, en fait. Et de transformer finalement les erreurs en des distracteurs plausibles, et même d'exacerber les erreurs en les emmenant encore plus loin. Mais ça me paraît d'un niveau, peut-être que je me fais des idées sur l'intelligence humaine, mais difficile à envisager pour une intelligence artificielle. Donc j'en suis là où je suis très curieux de voir ce que ça va donner votre QuizWizard. Alors je serais ravi de pouvoir échanger avec vous justement ensuite sur l'importance des distracteurs, voir comment est-ce qu'on peut améliorer nous-mêmes l'outil pour rendre le distracteur plus pertinent. Quoi qu'il en soit, effectivement, l'enseignant a cette connaissance de sa classe, des erreurs fréquentes faites par ses étudiants, et donc de cette importance d'adapter le contenu. L'outil est là pour lui suggérer le contenu, proposer une première base, et ensuite à lui d'intégrer des distracteurs supplémentaires, de les modifier, etc. en fonction de cette connaissance qu'il a, de sa matière, de ses enseignants, de ses étudiants, de sa pédagogie, etc. Donc je vous rejoins et je serais ravi de pouvoir prolonger ensuite la discussion. Bonjour. Vous avez indiqué qu'on pouvait donner en source un document. Quel type de document, quelle taille de document c'est possible, et est-ce que ça marche avec des documents par exemple en PDF qui contiennent des formules mathématiques? Alors, je vais essayer de répondre à nouveau rapidement pour ne pas prendre du temps sur les autres présentations. Tout type de document, dès lors qu'on est capable de reconnaître du texte. Donc ça va être PDF, PowerPoint, Word, je pense qu'Excel ça fonctionne, à vérifier. Open document, etc. Donc, dès lors qu'on est capable de reconnaître le texte, vous pouvez copier-coller le texte tout simplement aussi, d'un article par exemple, etc. Et formule mathématique fonctionne dans une certaine mesure. Pour la génération des flashcards, j'avais été tout à fait étonné. Un enseignant m'avait partagé, que je vais tester derrière. Quand on gère des flashcards, on peut demander au recto une formule, et au verso, enfin une fonction, pardon, au verso sa fonction dérivée.
Et par contre, ce qui est important, c'est de spécifier. Je veux la fonction en format LaTeX, et je veux sa dérivée en format LaTeX. Et c'est assez étonnant, ça fonctionne bien. Et donc, voilà, on est c'est plein de surprises, et nous, on apprend toujours des usages qu'en font nos utilisateurs et les enseignants, et on découvre des possibilités de l'outil qu'on ne soupçonnait pas nous-mêmes. Et taille de document actuellement, alors on l'a progressivement beaucoup augmenté, je ne crois plus qu'il y ait de limite, ou alors elle est vraiment, je crois que c'est 200 mégas, quelque chose comme ça. Je suis Wassim, cofondateur et président de Corollaire. On est une jeune entreprise, on a commencé en janvier à écrire nos premières lignes de code. Notre conviction, c'est que tout ce qu'on voit autour de l'intelligence artificielle, le principal cas d'usage, c'est l'éducation. Il y a plein de signaux qui nous le montrent. Les enseignants sont ultra proactifs dans le monde entier sur notre site internet. Ils posent énormément de questions, ils ont énormément d'idées. Et lorsque OpenAI a annoncé GPT-4, sur les 6 use cases qu'ils ont annoncés, 3 étaient autour de l'éducation. Alors le problème qu'on essaye de résoudre, c'est que beaucoup de tâches annexes prennent énormément de temps aux enseignants. On peut penser à la correction des copies, on peut penser à l'écriture des tests. Mes 2 parents sont enseignants et j'ai passé mon enfance à voir mes parents corriger des copies et copier-coller des exercices un peu étranges depuis Google sur Microsoft Word. Et ça prend beaucoup de temps. Donc tout le monde se retrouve impacté par ce temps alloué à ces tâches annexes. Sachant que l'école qui souhaite forcément proposer la meilleure éducation possible aux élèves se retrouve lésée, mais l'enseignant aussi se retrouve un peu perdu, car il y a un manque d'outils qui lui sont consacrés. Et effectivement, l'étudiant, lui, ne bénéficie pas d'un suivi personnalisé, individuel, et se retrouve un peu lésé aussi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait chez Corollaire? Alors, on fait des quiz aussi, mais pas que. On a commencé par les quiz, on la prend comme une première brique de notre outil, tout simplement parce qu'on n'est que 2 à construire cet outil. Alors les exercices et les évaluations, aujourd'hui Corollaire est fonctionnel, vous pouvez aller sur app.corollaire.com, vous pouvez dropper n'importe quel fichier, ça peut être une vidéo, ça peut être un PPT, ça peut être un fichier Word, un PDF, pas de limite de taille. Vous pouvez mettre les inputs, donc la difficulté, votre audience, est-ce que c'est plutôt des professionnels, est-ce que c'est plutôt des enfants, est-ce que c'est plutôt des étudiants, le nombre de questions et le type de questions que vous cherchez. Est-ce que vous voulez des textes à trous? Est-ce que vous voulez des questions à choix multiples, des listes de propositions? On propose tous ces types de questions. Et les autres idées, c'est pas les nôtres. Autant les quiz, c'était notre idée, autant les autres, c'était pas les nôtres, car on échange avec des centaines d'enseignants qui ont toujours plein d'idées pour comment utiliser l'IA au quotidien. Et celle qui vient le plus souvent, c'est l'assistant. C'est-à-dire que ce serait une sorte d'enseignant, une sorte de chat GPT, mais qu'ils auraient eux-mêmes défini. Donc imaginez comme au bowling, vous mettez les rails sur les côtés, ce serait pareil pour l'élève qui utilise ChatGPT, où vous téléchargez tous vos cours et l'assistant va répondre aux questions des élèves, mais dans la limite du contenu que vous avez proposé sur Corollaire. Il y a également l'enrichissement des cours, c'est-à-dire que beaucoup d'enseignants ont des présentations, des polycopiés qu'ils souhaitent modifier en fonction du niveau de l'élève, en fonction de différents paramètres, et qui souhaitent une légère variation de leur cours. Donc là encore, on traite une tâche annexe qui prend beaucoup de temps à l'enseignant. Mais aujourd'hui, il y a seulement les exercices et les évaluations qui sont disponibles sur Corollaire. Donc, nous sommes 2 fondateurs, les 2 avons une expérience en intelligence artificielle. J'ai énormément travaillé sur les algorithmes de recommandation et sur le traitement du texte. Et mon associé a travaillé beaucoup plus sur le côté infrastructure. Donc il y a 3 grands piliers dans notre vision. Le premier pilier, c'est la verticalisation. Car aujourd'hui, Corollaire, c'est la même interface pour un prof d'SVT et un prof d'anglais, ce qui n'a pas forcément de sens. Le deuxième gros pilier qui va nous attendre, c'est l'intégration. Aujourd'hui, on est intégré avec Google Forms et Moodle, mais on veut s'intégrer à tous les LMS, à toutes les plateformes que peuvent utiliser les enseignants. Et le troisième gros pilier, ça va être l'IA, l'intelligence artificielle, car comme beaucoup d'entreprises aujourd'hui
par souci de vélocité, nous avons aussi eu recours à GPT 3.5, qui est proposé par OpenAI, mais nous avons l'ambition d'entraîner nos propres modèles, de les héberger nous-mêmes, pour des questions forcément de données privées et de souveraineté. Donc vous venez avec vos cours et Corollaire s'occupe de générer des évaluations pour vous. Donc vous cliquez sur créer un quiz. Vous pouvez soit télécharger un fichier, soit copier-coller du texte ou entrer un lien, ça peut être une vidéo YouTube. Donc là on va sélectionner la page Wikipédia de la Première Guerre mondiale en français. On choisit l'audience, on choisit le type de question, donc la question à choix multiples, et on va l'appeler Première Guerre mondiale Wiki. Donc là on clique sur générer un quiz. Donc là on attend, ça prend environ 20 à 30 secondes. Donc en attendant on va aller voir un quiz que j'avais généré auparavant. Donc par exemple là on a une vidéo, donc j'avais entré ce lien YouTube sur la décolonisation. C'est une vidéo de DigiSchool, donc on copie-colle le lien. Tout est généré. La question, la bonne réponse, les mauvaises réponses et l'explication. Vous avez aussi une citation du contenu. Vous êtes libre de pouvoir supprimer une question. Aussi d'éditer les questions, les réponses. Et une fois que vous avez fait votre travail d'édition, vous pouvez exporter. Donc par exemple ici, le fichier Word du quiz. Vous pouvez aussi l'exporter en PDF ou en Moodle. Et maintenant, on a sorti cette nouvelle fonctionnalité qui est l'intégration Google Forms. Donc, une fois que vous êtes content de votre édition, vous pouvez générer un lien Google Forms que vous pouvez partager à vos élèves. Donc, on va voir si le quiz... Voilà. Donc, ça, c'est le quiz que je viens de générer. Quel événement a déclenché la Première Guerre mondiale? L'assassinat du couple héritier du trône austro-hongrois. Et donc, par exemple, on suggère comme distraction la Révolution russe. Vous pouvez l'exporter, par exemple, en Google Forms. Voilà. Et donc, je peux partager ce lien à mes élèves et avoir les statistiques de chaque élève. Donc là, par exemple, en tant qu'élève, je me mets dans la peau de l'élève, je vais répondre aux questions au hasard et on va voir ma note juste après. Là, je vais avoir ma note. J'ai eu 6 sur 10, donc j'ai été assez chanceux sur ce coup-là. Et j'ai le commentaire, donc j'ai l'explication qui a été générée ici. Donc voilà, j'espère que... n'hésitez pas si vous avez des questions. On peut travailler ensemble sur une customisation de Corollaire selon vos besoins. Et à très vite. Vous pouvez nous contacter sur la page corollaire.com. Alors moi, c'est toujours la même question. Les données vont où, du coup? Et puis une autre question, est-ce que c'est gratuit ou c'est payant pour les institutions? Alors, pour la première question, on utilise également OpenAI. Les données, honnêtement, on ne sait pas ce qu'ils en font. Pour être honnête, personne ne sait ce qu'ils en font. Et c'est pourquoi notre vision, c'est qu'on est une boîte d'intelligence artificielle. Donc on est très très à cheval sur ce qui se passe autour de l'open source et sur le fait d'être propriétaire de nos propres modèles. Et on travaille déjà dessus. Donc vous pouvez imaginer que demain Corollaire entraînera ses propres modèles sur des serveurs qui seront localisés en France. Et c'est une vraie question qui nous est posée tous les jours. Aujourd'hui, si vous voulez utiliser Corollaire au jour le jour, et en fait on est une boîte de 2 personnes, donc vous aurez des conversations à la fois avec Romain et moi, et on vous donnera des crédits, il n'y a aucun problème, gratuitement. Oui, bonjour. En 2 mots, quel est le principe d'intégration à la plateforme Moodle? Alors, c'est un export en fichier XML que vous pouvez importer dans votre banque de questions sur Moodle. On travaille aussi sur l'intégration en format LTI, donc end-to-end avec Moodle. Mais pour l'instant, c'est un export de format XML. Oui, bonjour. J'aimerais savoir la durée de la vidéo. Par exemple, on imagine un film avec peut-être à la clé un questionnaire à destination des étudiants. Et qu'en est-il aussi du droit d'auteur, puisqu'on sait bien que c'est un des problèmes des mises en ligne des vidéos actuellement. Alors, sur les limites des vidéos, j'ai testé la plus longue vidéo, j'ai testé avec C'est pas sorcier, donc 25 minutes. Ça a l'air de fonctionner. Je vous invite à le tester. Et donc sur la question de la propriété intellectuelle, aujourd'hui lorsque vous uploadez un contenu qui ne vous appartient pas, le résultat, le quiz ne vous appartient pas. Si le
quiz, enfin si le document d'entrée vous appartient, le quiz vous appartient. J'ai un petit détail par rapport à la première réponse. Il faut savoir que plus vous êtes précis dans votre contenu d'entrée, donc si vous uploadez, je sais pas moi, Harry Potter, ça va fonctionner. Donc 600 pages, un roman. Le problème, c'est que les questions, elles vont être des fois un peu précises sur des passages un peu précis. Et du coup, le quiz ne sera pas assez qualitatif. Donc, ce qu'on dit à nos clients, c'est on les incite à uploader plutôt des fichiers assez précis. Donc, maximum une dizaine de pages pour ne pas trop perdre la personne qui répond en question. Oui, bonjour. J'ai une question à propos de l'enrichissement du contenu ou de l'évaluation. Est-ce que vous avez pensé à la création ou la génération de situations problèmes, situations authentiques, des études de cas à partir d'un certain contenu ou d'une vidéo? Pour quel type de matière en particulier? Pour par exemple les sciences économiques. Alors, c'est revenu. Très clairement, c'est des choses qui nous sont demandées, donc des questions ouvertes, des questions de situationnelles. C'est dans notre vision, totalement. Bonjour, on a beaucoup parlé du quiz, mais moi je voudrais parler des autres solutions que vous allez proposer. À quel horizon est-ce que vous envisagez pouvoir proposer cette solution d'assistant assistant de l'étudiant? Je ne sais plus comment vous avez appelé ça. Pour l'assistant, on pense d'ici décembre, ce sera sorti, ce sera déjà testé. Nous sommes dans une phase d'accélération où les choses vont de plus en plus vite. Donc tout ça, ça a été fait en 3 mois. Donc on estime que d'ici décembre, on aura déjà fait l'assistant. Merci beaucoup. J'avais une question. J'avais juste une question à vous poser, mais c'est valable aussi pour vous, mais c'est plutôt pour l'assistant. Dans la mesure où dans l'assistant, on imagine qu'il y a un workflow qui est automatisé, là dans le quiz, il y a forcément, on le suppose, l'enseignant qui va au moins relire les questions et les valider. Quand on voit la capacité qu'ont les modèles GPT d'OpenAI à fournir des réponses fausses, comment est-ce qu'on est sûr, dans la mesure où ils ont déjà leur corpus d'entraînement qui a été réalisé auparavant, que l'assistant va forcément fournir une réponse qui sera juste à l'étudiant? Ouais, alors ça c'est comme quand vous utilisez ChatGPT, ça c'est une règle, définissez les contours. Donc lorsque l'enseignant va régler son expérience ChatGPT pour ses élèves, il va définir les contours, c'est-à-dire qu'il va dire à son assistant je veux que tu donnes que des indices, je veux que tu répondes aux questions, je veux que tu poses des questions à partir et uniquement à partir du contenu que j'ai téléchargé. Donc oublie le reste d'internet et ne réponds qu'avec le contenu que je t'ai proposé. Ok. Je suis Fred Dixon, the CEO Blindside Networks, the co-founder of Big Blue Button. Very little French, so I will do it in English with your permission. So, Big Blue Button. How many people have used Big Blue Button? Hey, yes. All right. So I am the CEO of Blindside Networks. We started the Big Blue Button project in 2007, way back. Big Blue Button is an open source virtual classroom with the goal of helping teachers teach and learners learn, pedagogy. We work closely with the French Ministry of Education, FunMOOC as well. Very pleased to be here, came from Canada earlier this week. Okay, so we think of the product as empowering instructors to deliver effective virtual classrooms. So what is an effective virtual classroom? And that's foundation based on pedagogy. So very briefly, the way we think about it, our brain learns in stages. This is Bloom's taxonomy. The early stages are all about applying your knowledge. You have to apply to reach mastery. When we look at how the structure of a virtual classroom, a live online classroom, there are 4 parts. There's some parts about building relationships because you want to be comfortable to participate, make mistakes. There's
a bit of design and review, so you want to make sure students are understanding what was taught last class, the main segment, and then the summary and the next steps. And this part about the main segment is really teaching short components, 8, 12 minutes, and then you have some applied. You do a poll, you do a quiz, you get them to do something in breakout rooms. And this is the cycle you're looking to get. You get students to apply themselves, they put effort, they think, they struggle. Struggle is good, it's how we learn. The teacher sees who's struggling in the class, gives them feedback, and then the class or the students who struggle get to a higher level understanding. And the cycle you want is the students come into the virtual class realizing the more I apply myself, the more I learn. So that is the pedagogy behind Big Blue Button. And then we layer Big Blue Button on top of it. So we have lots of capabilities built in to the virtual class to help the teacher get the students to apply themselves. And then we have live analytics that come back showing where students may be struggling. So for AI, and I didn't coordinate this. This is the quiz demos. This will be another demo on quizzing, but now this will be live in the virtual class. So I have a slide here. So it's on Rome becomes a republic. And I get 2 quiz students on it. So the text of the slide is already in memory because we work with screen readers. So I would click and I'm going to generate a quiz question. So the text is going to go off to OpenAI. When we use it here in France, we would like to use a local language model, and the quiz question comes up. So let's say that one's a bit long, I'm going to just regenerate, and it'll create another one. It saves me time typing something in. I don't have to do anything ahead of time. I can just do it live. If I want to accept this, and I'm here in another screen, another browser, so I accept this, it will come in, and I can see the questions here, and I can start a poll. So if I come over here, it comes up, and I'll just pick the first one. And then I can publish the results. So they would come up here. In Big Blue Button, I also have access to all the analytics live during the class. So this is where I don't depend on webcams. I can see if students are participating, and I can see all the responses to polls. So if somebody doesn't respond, I will know. Okay. So the rest of it was just some slides in case the demo. So summary. So our goal is to maximize time for applied learning and feedback. And with AI, Big Blue Button can do formative assessment with any slide with a single click. Merci. Okay, do you have to generate the questions during the virtual classroom, or can you do it before so that you can generate many of them and then choose which one you want to do? So as the previous presenter showed, you can generate before as well. So it would be the same option. So we might work with WooClap to get the slides or generated before. So yes, obviously, we focus on the live virtual class. So that's where our effort was, doing it live on the fly. But it could be done ahead of time, and we could build that in as well. Good question. A good question? I would have liked to see your process, apply, effort, feedback, and learn. And I would have liked to have more information about how you use IA for these different steps of the process when it comes for feedback and effort. So, do you understand my question? I think so. So this is the first time we have used AI in Big Blue Button. So everything to date has been the built-in tools to create engagement and to generate analytics. So we will explore other ways to use AI, but we will start from our framework of what makes an effective class and use it in the right place. My time may be up. Two questions. Will the
slides be made available? Yes, they are. All the slides will be available. Okay, and briefly, what is visual assessment? So when you are, when you're moving the mouse around here, I can turn on multi-user whiteboard, and then if I'd have to do it side by side, but as I move the mouse around, let's see here, there we go. So as I move the mouse around, you can see where students are pointing at. And if you hide the mouse from other students, so they can only see their mouse, then you could have 25 students and just say, point at me, where's Paris on the map? And you could see them all pointing, and you could very quickly tell, does the students understand what you just asked them? So it's another way of doing assessment, but it's all visual. And we built that in because we have multi-user whiteboard. This whiteboard is also open source. We based it on TL Draw, really good whiteboard. We see where they put their mouse, but can you collect and make a kind of a snapshot of where to have an overall view and a trace of what they've done? That would be something in the future. Okay. Yes, the data's there, we just haven't captured it yet. I just want to make sure I leave enough time for the rest of the presenters. So I'm happy to answer as many questions as you want. Bonjour à tous. Alors je vais attendre la slide. Bon, en attendant, je vais vous faire deux petites concessions. Mon père, il est enseignant-chercheur et j'ai passé un sacré nombre de dimanches à corriger les QCM pour lui. Bon. Exploitation de mineurs, c'est pas bon ça. Deuxième confession que je vais vous faire, j'entends pas très bien. Un exemple, hier, j'étais avec mon patron des ventes. Et il a commencé à googler des choses. On était avec un client sur on va dire Zoom call. Et il a commencé à aller sur notre page pour googler quelque chose. Et je dis, est-ce que tu peux remettre s'il te plaît, parce que je vois pas les lèvres de la personne. C'est très compliqué pour moi d'entendre quand je vois pas trop les lèvres. Et donc le thème que je vais faire, je viens avoir la présentation, super. Le thème d'aujourd'hui va être la transcription et l'accessibilité de l'enseignement. C'est pas les bons slides. I would love to be the CEO of Big Blue Button. My life would be different. I lived in Canada for 6 years, so I love the country and would love to go back to Canada at some point, but it's freezing down there, so. Donc ça c'était mes deux concessions. Confession, sorry, pardon, excusez-moi. Et la troisième, c'est que mon père était enseignant-chercheur quand j'avais... J'essaie de filer un peu le truc. Quand j'avais 5-6 ans, il m'a emmené au labo, donc j'étais à l'INRIA, et c'était il y a 20 ans, 30 ans, non 30 ans maintenant. C'est chaud. Il y a 30 ans, il m'a montré, on va dans le labo, il y a des journées portes ouvertes, je parle dans le micro, j'attends quelques secondes, etc. Et il retrouve ma voix. Puis là, c'était une révélation pour moi. C'était écran noir, tout ça, mais c'était les premières prémices de la reconnaissance vocale, comme quoi la France, elle peut sortir des beaux projets. Et donc voilà, 30 ans après, me voilà en train de parler d'audio. Et notre mission à nous, c'est de transformer l'audio en connaissance. Donc je vais vous faire un petit peu une étude du marché, de ce qui se passe sur le marché. Globalement, c'est 100% de nos clients qui nous disent la même chose. Le marché, c'est pas abordable du tout. C'est extrêmement cher, la transcription vocale. La précision, elle est catastrophique. Et le troisième, les performances sont horribles. Ça met énormément de temps. Donc je pense par exemple, Google met 25 minutes pour opérer 1 heure d'audio. Et c'est pas les pires. Il y a trop d'erreurs sur la couverture linguistique, et la couverture linguistique est hyper limitée. Et le dernier, c'est que c'est vraiment complexe et cher à intégrer. Donc nous, on a dit, on va résoudre ce problème-là. Donc pour me présenter rapidement, je suis Jean-Louis, donc je suis patron de Gladia, et puis à l'époque, il y a quelques mois encore, j'étais le patron de toute l'IA chez OVH, du big data, de la data, du calcul quantique et tout ça. Et mon cofondateur, qui est basé à Toulouse, lui était avant VP Engineering, on dit CTO à Sigfox. Et parmi nos sponsors, nos supporters, on a notamment le cofondateur d'OVH, Miroslav Klaba, le frère d'Octave Klaba, qui était mon boss à l'époque. On a le fondateur de Docker, et puis 2 experts de la cybersécurité qui maintenant travaillent chez Datadog, Pierre Bétron et Amir. Donc c'est pour vous dire que la sécurité, la souveraineté, c'est au cœur
de ce qu'on fait, et c'est au cœur de notre ADN. Et on a été financé récemment par New Wave, un fonds français, Sequoia, un des plus gros fonds que vous pouvez trouver sur la planète. On est 14 aujourd'hui, donc on est quand même assez solide sur nos bases et on fait quelque chose sur le long terme. On a plusieurs types de clients, mais pour vous faire simple, je vais faire rapidement, on est les meilleurs au monde, évidemment. C'est ce que tout le monde dit. Mais on a un taux d'erreur qui est extrêmement bas. On fait très très peu d'erreurs dans la transcription. On tourne en moins d'1 minute pour 1 heure d'audio, là où les GAFAM tournent en 25 minutes. Et on est souverain, on est totalement hébergé en Europe, il n'y a rien qui sort, il n'y a pas d'OpenAI et de choses comme ça. On a nos propres modèles LLM, ils sont lents, je le sais. On a des problèmes, il faut qu'on les résolve, il faut qu'on aille plus vite, mais au moins on est souverain. Notre but, nous, là, de la discussion aujourd'hui, c'est augmenter l'accessibilité dans l'éducation. Je pense que c'est votre problème au quotidien, vous ne travaillez pas pour rien, votre but c'est d'avoir le plus gros reach, comme on dit en anglais. Et ça passe par 4 choses. La traduction de votre cours dans plus de langues. Il n'y a pas de raison qu'on se limite au français. Surtout dans le monde aujourd'hui. Vous faites du contenu de qualité. Moi, j'ai déjà répété hier, l'enseignement français, c'est ce qui m'a fait moi et c'est ce qui, je pense, fait les meilleurs étudiants de la planète et probablement les meilleurs workers du monde. On doit traduire votre connaissance dans 99 langues. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'il faudrait que ce soit du temps réel. Parce que moi, j'ai des problèmes d'audition. Je ne suis pas le seul. Vous avez d'autres étudiants qui ont des problèmes d'audition. Vous présentez vos slides sur Big Blue Button ou autre. Le problème, c'est que je ne vois pas forcément vos lèvres. Je suis au fond de la classe parce que je ne suis pas du genre à me réveiller super tôt. Je ne vois pas vos lèvres parce que je n'ai pas de place. Ça, c'est extrêmement compliqué pour l'accessibilité. Donc il faut qu'on ait de la transcription en temps réel et il faut qu'on l'ait avec un lag le plus petit possible. Le deuxième, c'est qu'il faut qu'on ait de la traduction en temps réel. Ça, ce serait vraiment top. Vous faites une conférence, vous faites un webinar. Il n'y a pas de raison que vous limitiez votre connaissance uniquement à l'audience que vous avez aujourd'hui en face de vous. Et le dernier, c'est la séparation des locuteurs. Ça, c'est assez intéressant. Il y avait du débat, par exemple, là, on a eu des questions. On a eu Luc Julia hier, etc. Il y a eu plusieurs intervenants là. J'aimerais bien qu'on récupère la vidéo et qu'on découpe en fonction des intervenants et pas qu'on mélange tout ce qui se passe au sein de la même conversation. Donc la séparation des locuteurs, c'est un enjeu aussi. Et puis après, il faut penser au-delà de l'audio. Donc là, c'était très bien ce qui a été présenté juste avant. On parlait de l'avant, du pendant. Là, je vous ai parlé du pendant et on va parler un petit peu de l'après. Après, le cours, c'est comment je fais un résumé automatique. Quand même assez intéressant pour le cours. Ça vous permet de générer de la métadata, de mieux indexer votre cours, qu'on puisse le retrouver, avoir les éléments saillants. Deuxième, le chapitrage. On a parlé des topics, c'était super bien présenté. On disait que dans un main segment, dans un segment principal, il y avait plusieurs topics. Retrouver exactement les topics et gérer le chapitrage, ça vous enlève énormément de travail pour vous, ça amène de la clarté pour l'étudiant et donc une meilleure accessibilité de l'éducation. Le troisième point, donc je disais détection des topics, chapitrage, donc les deux vont un peu ensemble. Il y a de la modération, ça c'est pas trop votre sujet, mais nous on a énormément de travail avec les call centers et différentes institutions publiques aussi pour ces sujets-là. Et dans les choses qu'on veut avoir dans le futur, l'extraction des slides automatiques, ça ce serait chouette, que vous mettez votre conférence, vous mettez votre, par exemple l'intervention ici, ça va filmer l'écran et on est capable d'extraire les slides et d'avoir un PDF qui vient à côté en fonction des intervenants et savoir quel slide à quel intervenant. Donc c'est un peu un hack. Normalement ça ne devrait pas se passer comme ça, mais la réalité c'est qu'on fait tous de la fusion entre les slides et les interlocuteurs. La recherche sémantique, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais la recherche sémantique c'est retrouver un passage dans votre audio complet, quand même assez important. Et le dernier c'est dialoguer avec la vidéo. Donc on a parlé des QCM, c'est super bien pour acknowledge, je suis désolé, j'ai le mot anglais, je ne sais pas comment on dit, la boucle de rétroaction pour s'assurer que la connaissance a été acquise. La réalité, je vais vous le dire, je ne vais pas dire il n'y a pas longtemps j'étais étudiant. Malheureusement, chaque jour, ça me revient dans la figure, c'était il y a 15 ans. Mais il y a 15 ans, j'étais étudiant, je ne vais pas vous mentir, on bosse la veille des examens. Et la veille des examens, ce que je veux avoir, c'est le cours du prof, reprendre son cours et poser des questions au cours. Parce que ce n'est pas le QCM qui m'intéresse à ce moment-là, c'est le QCM qui m'intéresse au moment du cours. Mais ce qui m'intéresse, c'est dans mes révisions, dire, mais au fait, ça se passe comment la mitochondrie? Et retrouver le passage et me donner les 2 minutes de passage pour que je puisse réécouter les 2 minutes du prof. Le prof qui me réexplique une deuxième, une troisième, une quatrième fois. Donc vous avez le QCM, vous avez l'interaction, mais retrouver ce segment-là avec la transmission originale du professeur est hyper importante. Donc ça, c'est ce qu'on a prévu. Et puis évidemment, une fois qu'on sait faire la transcription audio et qu'on s'est disputé avec du texte, qui est la transcription vocale, on peut le faire avec d'autres documents, comme le PDF et autres, et là je rejoins mes collègues. Nous, on n'est pas une plateforme éducative, c'est pas notre sujet. Moi, je suis là pour apporter des outils d'infrastructure pour aider justement les gens que vous avez vus avant à être plus efficaces, qui se concentrent sur votre métier à vous, qui est la transmission, et que nous, on se concentre sur notre métier à nous, de rendre ces choses-là efficaces, souveraines et à des coûts abordables.
Je vous donne un exemple d'un client qui nous a intégré. Ça pourrait ressembler à un système de cours dans le futur, peut-être un Big Blue Button Replay ou quelque chose comme ça. Vous avez la séparation des locuteurs que vous voyez en bas, à quel moment qui a parlé quoi et le temps d'intervention. Donc je peux retrouver tous les éléments du professeur, j'ai toute la transcription, par exemple. Ici, qui a parlé et qui a dit quoi, on peut retrouver, là je m'étais mis à un endroit, donc je vois exactement quel mot était prononcé à quel moment, j'ai des slides, et je peux faire de la recherche. Voilà, moi ma mission aujourd'hui, la discussion que j'ai, c'est de fournir des outils d'infrastructure pour aider l'éducation à se diffuser le plus largement possible et à améliorer l'accessibilité auprès du plus grand nombre. Voilà, je suis rapide de prendre vos questions si vous en avez. Merci. Vous dites que donc, vous n'êtes pas une plateforme éducative et que vous voulez vous mettre au service d'autres acteurs, mais quel genre d'intégration vous imaginez, je ne sais pas, par exemple avec des LMS, est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez? Nous, on est une API, donc on s'intègre avec tout et je ne vais pas dire n'importe quoi, on va dire tout aujourd'hui. Mais justement, là, de voir mes collègues, ça nous permet de discuter, de faire le pont entre vous qui discutez justement de vos problèmes au quotidien. Moi, je découvre le sujet des QCM. Je ne sais plus, vous avez parlé des distracteurs, non? C'est ça? Je ne connaissais rien. J'étais distrait en cours, mais je ne connaissais pas les distracteurs. Mais la réalité, c'est que moi, je ne connais pas bien votre métier. Puis c'est pas là que je vais être fort. Moi, ce que je veux, c'est vous expliquer qu'avec des outils de plateforme souveraine, on peut travailler ensemble. Moi, je vous donne ce qu'il est possible de faire dans le futur. Maintenant, c'est à vous de faire le travail de vente auprès de ces gens-là pour leur dire, au fait, ce sujet-là, j'ai vu que c'était possible. Comment vous pouvez l'intégrer? Moi, je ne suis pas là pour designer ces outils-là. Moi, je vais discuter avec eux pour trouver de nouveaux cas d'usage. À vous de discuter aussi avec eux pour trouver de nouveaux cas d'usage. Mais mon point, c'est que je ne suis pas là pour refaire un outil d'éducation. Je vous montre juste quelle est la vision, qu'est-ce qu'on peut faire avec des solutions souveraines françaises sans que vos données fuitent partout. Et je mets un petit accent sur ce qu'on a discuté des API de ChatGPT. Je vais vous dire exactement ce qui est dit dans le ChatGPT. Alors, vous avez ChatGPT où vous écrivez. Ça, les données, elles sont utilisées pour un réentraînement, donc l'interface web que vous utilisez probablement au quotidien. Le deuxième, tout ce qui est API, il est dit que la propriété intellectuelle reste à OpenAI, en tout cas de ce qui sort. En tout cas, vous n'avez pas le droit de l'utiliser pour créer un service concurrent à OpenAI. Et OpenAI appartient à Microsoft. Donc demain, Microsoft décide de faire de l'éducatif, etc. Le contenu que vous avez fait, vous n'avez pas le droit de l'exploiter pour faire un service concurrent à OpenAI. Ça ouvre la porte à tout. Hein. Je ne sais pas ce que fait Microsoft dans 10 ans, dans 15 ans, et peut-être potentiellement il peut réexploiter ce contenu-là. Donc je dis, il faut se méfier. Je ne dis pas que c'est le mal absolu, je pense que c'est le mal absolu. Mais je dis juste, faites attention à ce que vous faites, et comme toujours en sécurité, il y a des choses où il n'y a rien de secret, et il y a des choses où je pense qu'il vaut mieux les garder pour soi. Donc à vous de faire la part des choses quand vous travaillez avec des outils, quoi. Je n'ai pas complètement répondu à la question, mais bon, j'ai essayé. Est-ce qu'il y en a d'autres questions? Oui. Alors, vous avez présenté les autres solutions comme étant des solutions qui étaient chères, pas rapides et pas fiables. Ouais. Votre solution est rapide et fiable. Ouais. Et donc, la question, c'est est-ce qu'elle est chère? Ça, c'était ma première question. Deuxième question, qui n'est pas une question, qui est plutôt une remarque, c'est sur... là, vous dites, voilà, comme ça, l'étudiant, s'il veut chercher un truc particulier sur la mitochondrie... Après, c'est plus une approche de l'éducation, parce qu'on se dit, le vagabondage, comme ça, c'est aussi une bonne chose. Ça peut favoriser une forme de sérendipité. C'est je cherche quelque chose sur la mitochondrie en cours, et je vais trouver autre chose qui va m'éclairer sur un autre point. Donc bon, mais là, ça dépasse peut-être la solution qui est présentée ici. Bah en fait, alors je réponds à la première question, #UGAP, donc on en reparlera, est-ce qu'il y a des représentants de l'EDINUM, de l'UGAP, de ministère d'éducation, tout ça, commande publique, voilà, vous avez compris. Donc ça, c'est des discussions qu'on a avec l'UGAP, mais clairement, nous, on a un sujet, quand j'ai dit notre mission, c'est de rendre ça accessible. Donc moi, quand je vois des prix à 2 € de l'heure pour 1 heure de transcription, ça marche pas, quoi. C'est pas comme ça qu'on va aller dans le futur. Je vous donne des coûts, je dis pas que c'est les coûts qu'on a, mais je vous donne un coût d'un système vidéo comme Big Blue Button, c'est à peu près 30 centimes de l'heure. Le coût de l'infrastructure, c'est à peu près 30 centimes de l'heure par heure de vidéo. C'est ce que ça vous coûte de streamer de la vidéo. Ok? En coding, machin, tout ça. On peut pas avoir le format de base, la matière de base de la vidéo qui est à 30 centimes et la matière de base de l'audio qui est à 2 €.
il y a un problème. Donc il nous manque deux choses. On a la vidéo, on n'a pas le son, on n'a pas la compréhension du son. Donc c'est sûr que c'est décorrélé. Nous, on essaie de rééquilibrer ce marché. Donc on sort notre prix public dans quelques jours, on le sort le 12. Le prix sera en accord avec la vision qu'on a, qui est de rendre les choses accessibles. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est exactement ce que j'expliquais avant. Nous, on fait des outils d'infrastructure, on essaye d'ouvrir, mais je ne connais pas bien votre métier. Même si mon père était enseignant et qui me faisait faire les QCM, je ne connais pas bien votre métier, je ne connais pas bien vos éléments, le vagabondage, ça. J'ai fait un peu d'enseignement, mais on est d'accord, j'étais auxiliaire d'enseignement et tout, donc je ne connais pas. C'est ces gens-là qui vont vous aider à dire j'aimerais bien ce cas d'usage, et eux vont venir me voir en disant mais comment est-ce que je pourrais faire par exemple pour retrouver les éléments dans la vidéo qui ont le plus de probabilité vectorielle d'être à côté de cet autre élément, et de dire peut-être, comme Netflix, peut-être seriez-vous intéressé par cet autre élément qui est en lien. Et ça, on peut travailler ensemble sur les rapprochements vectoriels et des choses comme ça, mais moi je ne connais pas suffisamment votre métier, ces gens-là le connaissent mieux que moi. Ça répond à la question? Même sur l'UGAP? D'accord. Bonjour, je m'appelle Thibault Lemeur, j'ai eu le plaisir de co-encadrer ce projet du Digital Lab. Je pense que ce qui va se démarquer par rapport aux présentations précédentes, c'est que vous allez voir un projet qui a été réalisé par des étudiants, avec un point de vue des étudiants. Alors, ce qui est intéressant, c'est que fort heureusement, ce n'est pas complètement orthogonal avec ce qu'on a pu voir auparavant. Notamment, je pense à la présentation aussi de Fred Dixon. Et puis Fred Dixon, de toute façon, on a beaucoup échangé pendant ce projet, donc thank you for your very interesting feedbacks. C'est un projet qui a été réalisé donc en 7 semaines. Vous verrez, alors on ne va pas forcément insister dessus, mais il va s'appuyer sur ChatGPT. Et on cherche aujourd'hui des financements pour industrialiser ce projet et s'affranchir de ChatGPT et probablement ensuite l'intégrer par exemple à une plateforme comme Fun. Voilà, je vais laisser les étudiants vous présenter le projet. Bonjour à tous, on m'entend bien? Super. Je vais vous présenter donc le projet Aristote.ai qui a été réalisé par le Digital Lab de Centrale Supélec en collaboration avec France Université Numérique. Bon, la question a déjà été posée entre les lignes, on va dire, mais est-ce qu'on a des profs ou ex-profs dans la salle? Voilà, quelques-uns. J'espérais, sinon ça aurait un petit peu floppé le début du pitch. Donc, je pense que vous avez remarqué, mais les cours en vidéo, c'est quelque chose qui est plutôt à la mode en ce moment. J'imagine qu'on vous a déjà demandé d'enregistrer vos cours, que ce soit en amphi ou en salle de classe, pour ensuite aller les uploader sur une plateforme, comme ici, si ça va bien fonctionner. Allez, s'il te plaît. Voilà. Comme ici, celle de Centrale Supélec. Alors bon, les cours vidéo, en théorie, c'est super bien, ça permet de garder plus facilement une trace de tout ce qui s'est passé pendant le cours, que ce soit les explications du professeur ou les questions des élèves. Et donc le but, c'est que ensuite les élèves puissent par la suite facilement revenir dessus pendant leur révision, par exemple, enfin bref, de leur faciliter la vie. Un autre avantage d'avoir une bibliothèque de cours en vidéo, c'est que c'est plus facile de les partager, par exemple, à tous les élèves qui, pour une raison ou pour une autre, n'étaient pas physiquement présents le moment du cours. Sauf que nous ne sommes pas profs et on ne voit pas forcément les cours vidéo de la même manière. Imaginons, on a envie de revenir sur un cours de 3 heures dont on a la vidéo et on cherche un point précis, d'une durée de seulement 30 secondes par exemple. En fait, ça va être très compliqué. Et en fait, quand on veut réviser un cours, on a plusieurs points généralement qui sont incompréhensibles et sur lesquels on a envie de revenir. Et avec tous ces points très compliqués, en fait, la vidéo, on va rapidement vouloir l'abandonner et retrouver un cours magistral un peu plus classique, ou juste un polycopié. Et la vidéo, du coup, dans son essence, même si elle est publiée en ligne, elle va rapidement devenir inutile. Oui, et ça, si la vidéo est suffisante, parce que ce qu'une vidéo ne peut pas répliquer, c'est l'interaction avec le prof. En effet, même si on trouve le dit passage, pas sûr de pouvoir poser des questions, demander une réexplication, enfin, interagir avec le prof, quoi. Et donc, certes, on peut envoyer un mail, mais avant, au professeur, il faut savoir bien formaliser sa question, envoyer le mail, et après, attendre la réponse. Sauf qu'on n'a pas forcément le temps d'attendre cette réponse quand on commence à réviser notre partiel la veille à 23 h.
Ce qu'on aimerait bien quand on commence à réaliser ce partiel aussi tard, c'est de pouvoir interroger la vidéo, comme Jean-Louis l'a mentionné précédemment, pouvoir s'interroger avec un QCM fait à partir de cette vidéo, pouvoir demander une réexplication par exemple. Sauf que le problème, c'est que pour un prof, réaliser des QCM, des polycopiés, etc., ça prend beaucoup de temps. Surtout s'il faut le faire pour chaque cours, et ça c'est sans même mentionner le fait de le faire, voilà, pour une bibliothèque de tous les cours depuis les 10 dernières années, comme ici, c'est tout simplement infaisable. Et c'est là que le projet Aristote, donc celui que nous avons fait, va vous permettre de donner une vision de ce qu'on a d'un support d'apprentissage qui justement répondrait aux attentes des deux côtés, que ce soit des élèves ou des professeurs. Et puisque ce support d'apprentissage va donc lier les avantages d'une vidéo et des polycopiés classiques, et qui permettrait et en sorte d'aller toujours plus loin, et qui permettrait aussi d'aider aux professeurs de réduire leur charge de travail. Donc grâce aux IA et ALM, donc notamment Whisper et GPT-3, nous avons développé des méthodes qui permettraient d'enrichir automatiquement les vidéos éducatives que l'on retrouverait par exemple sur les plateformes de Fun ou bien sur les plateformes de classes virtuelles comme celle de Zoom ou de Big Blue Button. Donc avec nos outils, plus besoin de passer des heures à inventer des titres, des descriptions, trouver les bonnes catégories pour chacune des vidéos qu'on veut uploader, puisque l'IA se charge de tout ça et génère les métadonnées automatiquement. Et surtout, plus de questions intempestives à 23h30 d'élèves en panique qui révisent juste le cours de la veille. Donc, en tant qu'étudiant, plus besoin de passer les vidéos en accéléré la veille de l'examen. Là, on peut relire dans le transcript et même rechercher dans des métadonnées et dans de ce qui est généré. Et donc le plus simple, c'est de vous montrer grâce à une démonstration. Donc, juste à garder en tête, ce que je vais vous montrer, c'est... Oula, excusez-moi. Ce que je vais vous montrer, c'est une maquette, une vision qu'on a de ce que pourrait être le support d'apprentissage, et donc il manque notamment beaucoup de fonctionnalités d'un site web normal, mais celui-ci est ici pour vous montrer les possibilités qu'on peut trouver dans l'utilisation de l'IA dans l'éducation. Voilà, donc pour dire ça en deux mots, globalement l'intérêt c'est ce qui se passe derrière avec l'IA, pas l'interface. Donc voici la page vidéo, donc, qui est d'un cours venant de Centrale Supélec, donc nous remercions les professeurs de nous avoir donné les ressources. Et cette page, notamment, contient des métadonnées. Donc, à droite, une description courte qui permettrait à l'élève de savoir d'un coup d'œil de quoi parle la vidéo, et d'un titre en haut. Ce qui est important à noter, c'est que ces métadonnées sont générées automatiquement grâce à GPT-3. Et donc, le professeur n'a pas besoin de le rentrer, puisque celui-ci est généré automatiquement. Maintenant que l'élève est prêt à regarder la vidéo, il a donc accès à la retranscription de la vidéo, donc, qui ici montre chacune des phrases qui va être dite par le professeur. Et cette navigation va être facilitée par la synchronisation entre les deux, car si on avance dans la vidéo, le transcript va suivre automatiquement et surligner les phrases lorsque la vidéo va avancer. Il y a aussi notamment une fonctionnalité de recherche qui lui permet de rechercher des mots dans le texte, comme par exemple modèle booléen, si je sais taper bien sûr. Et lorsqu'il va chercher dans le texte, il peut voir les phrases qui contiennent ce terme et qui lui permettent, grâce au timestamp à côté, d'aller directement à l'endroit dans la vidéo. Voilà, donc ça évidemment c'est très pratique quand on revient sur un cours après l'avoir visionné une première fois pour un petit peu essayer de se rappeler de quelques notions qu'on pourrait avoir oubliées. Et dans cette même optique, une autre fonctionnalité qui a été un petit peu beaucoup faite pendant la présentation, c'est la fonctionnalité de QCM automatique ici. Donc quand on clique sur le bouton Test Yourself, on peut voir un QCM qui a été généré automatiquement à partir du transcript par l'IA, avec du coup différentes questions, différentes possibilités de réponse. Et si on choisit par exemple ici les modèles de recherche par odeur et tout le reste au hasard, bien là par exemple on peut voir qu'on n'a clairement pas fini de réviser, 2 sur 5, mais c'est pas grave, puisque on peut aller cliquer sur ce bouton ici, le bouton Y, qui nous donne la correction,
et surtout en fait le point dans le transcript, et donc le timestamp de la vidéo, qui explique ce point-là pour pouvoir comprendre pourquoi on s'est trompé. Voilà, en cliquant, ça te ramène directement à la partie de la vidéo où la notion a été traitée. Et c'est pas tout. Imaginez, imaginez un élève à 23 h en train de réviser son cours, et que voilà, il y a une notion qui a juste pas très bien compris. Et donc là, notre outil est là pour avoir cette fonctionnalité qui est juste « réexplique-moi les 10 dernières secondes ». Et donc voilà, donc cela permet d'expliquer de manière simple, lucide et plutôt claire à l'étudiant, tout en prenant en considération tout le contexte par rapport à la notion traitée. Donc normalement, mon camarade a cliqué sur le bouton « Please explain last 10 seconds ». L'explication ne devrait pas tarder à être affichée. Mais sinon, cela permet du coup de revivre cette expérience, poser une question, demander une explication et la réavoir en temps réel en utilisant notre outil. Bon là évidemment comme la co ici est pas super, ça ne fonctionne pas, mais normalement ça fonctionne. Et du coup dans cette même optique, on a proposé une autre fonctionnalité qui est les slides avec le transcript, genre la partie du transcript qui a été dite par le prof à côté des slides. Donc cela va permettre à l'étudiant de pouvoir revenir au cours et de relire son cours de manière beaucoup plus aisée. Donc voilà pour cette fonctionnalité. Et du coup, maintenant qu'on s'est intéressé à une vidéo en particulier, on peut voir spécifiquement ce qui se passe une fois qu'on arrive sur la page d'accueil. La page d'accueil qui est, comme on l'a dit au début, seulement une bêta de n'importe quel type de plateforme de VOD, sur laquelle du coup on retrouve toutes les vidéos qui ont été itérées, avec un titre, une description, et en plus on peut chercher spécifiquement par exemple les vidéos par thème, comme on peut voir avec les topics en dessous. Donc ici on a les différents thèmes, il y a aussi différentes difficultés. Et enfin différents formats, puisqu'on a à la fois des cours, des interviews, des conférences. Donc comme ça on peut retrouver et se balader efficacement parmi les différents cours qui sont proposés. Et du coup, pour voir à quel point ça simplifie la vie du professeur, la seule chose qu'il a à faire pour que sa vidéo se retrouve là-dedans, c'est uploader sa vidéo. Et ensuite, le reste est fait par intelligence artificielle, donc il enlève tout le tracas, une vidéo, et l'élève est content avec toutes les métadonnées que vous avez pu voir auparavant. Merci. Merci. Est-ce que ce serait possible de voir un exemple avec un interview? Parce que là, vous parlez de vidéo, et j'aurais bien voulu voir l'exemple en fait avec une personne qui parle et voir en fait comment se font les métadonnées. C'est possible? Parce que là, en fait, on voit un diaporama, en fait, on voit un PDF. Non, il marche. Vous dites n'importe quoi. Le problème avec ça, si j'ai bien compris votre question, c'est que les métadonnées prennent quand même un petit peu de temps à générer. De l'ordre peut-être du quart d'heure. C'est surtout la transcription qui prend pas mal de temps. Donc c'est pas vraiment possible de faire ça en live. Notre plateforme vient plutôt s'intégrer sur des cours qui sont enregistrés, et puis après son cours, le prof l'upload et 15 minutes plus tard ça arrive. Mais c'est pas vraiment possible de faire ça en live, malheureusement. Bonjour. Alors merci beaucoup et puis bravo pour ce travail, c'est assez stimulant. En tant que prof, j'ai des questions concernant, enfin j'ai notamment une question concernant la fiabilité de la transcription. L'intervenant précédent, un des intervenants précédents parlait de vérification quand même et de mode édition. Au cas où il y ait des erreurs, les outils de transcription aujourd'hui qui fonctionnent, et c'est assez magique, souvent il y a des erreurs de transcription, c'est ma première question. La deuxième question, vous dites que si vous développez ça, ça pourrait être dispo sur Fun. Est-ce que ce serait à partir des vidéos qui sont déjà disponibles sur Fun, ou alors est-ce que c'est un outil qu'on pourrait utiliser avec des cours de différentes universités par exemple?
Alors encore une fois, nous, notre outil, ce qu'on a développé, c'est surtout plutôt un prototype pour montrer ce qu'on est capable de faire grâce à l'IA. La manière dont c'est intégré dans un produit final comme Surfun ou une plateforme comme Big Blue Button revient à comment ce sera choisi d'intégrer. Pour nous, le projet, il est terminé. C'était un projet de 7 semaines. Voilà. Mais c'est tout à fait possible d'avoir des cours de MOOC ou des cours d'université plus longs. D'ailleurs, dans nos exemples, on a des cours style vidéo YouTube ou style MOOC de 10-15 minutes. On a aussi des cours beaucoup plus longs, universitaires de 3 heures qui viennent de Centrale Supélec. Ça fonctionne dans les deux cas. Pour répondre à l'autre question sur la correction et la transcription, effectivement, c'est pas parfait, surtout quand il y a des termes un petit peu techniques, des choses comme ça, mais ça marche beaucoup mieux que ce qu'on croit. Et évidemment, dans la plateforme finalisée, encore une fois, ici c'est juste une maquette, une des fonctionnalités qui nous semble importante, c'est de donner la possibilité aux professeurs de toujours venir éditer et corriger déjà la transcription, mais aussi et surtout les outputs de l'IA pour éviter qu'il y ait des choses non voulues qui soient affichées à l'élève. Bonjour, d'abord bravo. Je savais que j'allais être impressionnée par la démo de Centrale Supélec et voilà, vous étiez à la hauteur. Merci. Une question, donc vous avez parlé de la génération des métadonnées et alors soit j'ai mal écouté, soit je n'ai entendu que en termes de métadonnées, le titre et une description. Et donc là, en bonne bibliothécaire de service, est-ce que tôt ou tard, vous n'aurez pas besoin aussi, à minima, de l'auteur et de la date? Alors oui, c'est vrai qu'on va en avoir besoin. On n'y a pas pensé, dans un premier temps, surtout parce que les cours étaient donnés... du coup, on savait d'où venaient les cours et quel professeur avait donné le cours. Du coup, ça ne nous est pas venu en tête à ce moment-là de penser à l'auteur. Et surtout que finalement, en fait, toutes ces données-là, en général, elles sont plutôt disponibles déjà de par la personne qui upload. C'est-à-dire que si c'est professeur XYZ qui upload la vidéo, on peut très facilement, automatiquement découvrir. Non, bon, tout dépend de comment sont uploadées les vidéos. Mais en tout cas, c'est effectivement une fonctionnalité qui est pas très compliquée à intégrer. Si le nom de l'auteur est dit dans la vidéo, par exemple, ce sera très simple de demander à un modèle de langage d'aller rechercher le nom de l'auteur dans la vidéo. Après, si l'auteur n'est pas dit dans la vidéo, il n'y a juste aucun moyen de trouver qui est l'auteur. Et au contraire, on risque d'avoir un LLM qui hallucine et qui raconte n'importe quoi. Mais c'est des fonctionnalités qui ne sont pas difficiles à implémenter et qui, au niveau de leur fonctionnement, ressemblent beaucoup aux fonctionnalités de titre et de description. C'est juste une petite modification au niveau du prompt. Bonjour, merci pour cette présentation qui est effectivement très stimulante du côté élève. Moi, du côté enseignant, j'ai un peu plus de questions, peut-être de craintes, de doutes que je vais vous poser. Donc la retranscription du cours, effectivement, elle est bluffante, hein, elle est très intéressante pour l'élève. Après, on retrouve effectivement cette question du droit d'auteur, de l'anonymat de l'enseignant, parce qu'imaginons que la retranscription, l'enseignant n'a pas trop le temps de visionner sa vidéo et il a oublié une parole malheureuse ou une erreur de connaissance. Vous voyez donc où je veux en venir. Ce document qui atteste de la valeur professionnelle de l'enseignant se retrouve entre plusieurs mains, retranscrite, presque figée dans le marbre. Donc je voulais savoir si vous aviez réfléchi sur les garde-fous que vous pourriez présenter pour pas que cette exploitation du cours de l'enseignant se retrouve finalement exploitée de manière un peu pernicieuse. Donc juste pour être franc, pour l'instant on est parti du constat qu'il n'y a pas ce cas-là, mais je crois après tout ce qui est proposé là pourrait facilement être à rejeter cette option modifiée par l'auteur, par le professeur. Et donc une première solution intuitive qui me vient à la tête, c'est de rendre tout ça comme tout ce qui a été présenté avant, genre modifié par le professeur, et donc s'il peut faire une relecture, ça sera top. Après, j'imagine que par des LLM aussi, on peut voir s'il y a des parties de texte qui ont été dites de manière, je sais pas comment, mais après c'est à voir avec le professeur et des types de contenu qu'ils voudront éliminer par rapport à leur discours.
Pour la partie, vous avez mentionné de dire une fausse parole ou une mauvaise parole. Ça, je pense que c'est un problème qui est assez difficile de résoudre via un LLM. C'est en fait assez difficile de s'assurer qu'un LLM dise la vérité. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on va mentionner dans cette présentation, si ça vous intéresse, venez. Comme quoi, c'est assez difficile de s'assurer que ce que renvoie un LLM est effectivement la vérité et pas juste quelque chose de plausible. Voilà, donc il y a effectivement probablement une possibilité de faire un traitement par la suite qui permettrait peut-être de surligner les choses qui semblent peu cohérentes ou des choses comme ça. Ça, c'est faisable pour qu'ensuite le prof vienne manuellement vérifier et approuver ou désapprouver de quelque chose qui est dans la transcription. Mais le faire 100% automatiquement, ça me semble difficile. Nous prenons la dernière question, mais bien sûr vous pourrez retrouver les étudiants de Centrale Supélec à la prompt partie en mezzanine dès 10h30 et également lors du workshop cet après-midi à 14h en salle Le Carré. En attendant, je passe la dernière question. Oui, bonjour. L'intervenant précédent a insisté sur 2 points, parce que vous êtes à peu près sur les mêmes territoires. C'était donc la fiabilité, ça vous y avez répondu tout à l'heure. Et puis c'était le délai de transcription, hein, voilà, la simultanéité, qui est quand même un enjeu important. Donc il affirmait quand même qu'il était arrivé à des réponses assez rapides. Voilà, vous dites que de votre côté, il y a quand même des délais importants de transcription. Donc je voulais vous savoir un peu quel est votre point de vue là-dessus. Est-ce que c'est plausible? Est-ce qu'il y en a un qui a tort ou l'autre raison? Enfin voilà, quel était votre regard là-dessus en termes d'optimisation de transcription? Alors, nous, pour la transcription spécifiquement, on a utilisé le modèle Whisper, qui est un modèle développé par OpenAI, mais qui est un modèle open source. Donc nous n'avons pas utilisé les serveurs d'OpenAI et leur API, on a juste téléchargé nous-mêmes le modèle et on l'a fait tourner sur des machines présentes en fait sur le réseau de l'école. Avec ces machines, on a effectivement un temps de transcription qui est assez long et qui est effectivement de l'ordre de grandeur que disait l'intervenant précédent, qui est de effectivement 20 minutes, 25 minutes, un quart d'heure, enfin dans ces eaux-là, pour 1 heure de vidéo. 1 minute pour 1 heure, pour moi c'est pas impossible puisqu'il y a beaucoup d'optimisations qui peuvent être faites sur ces modèles pour les rendre plus puissants et donc du coup ce serait effectivement très intéressant de voir si on peut pas intégrer notre solution avec Gladia.io pour améliorer les performances de transcription.